Donc là, nous sommes, pour le moment, dans cette partie du cours, nous sommes dans la première partie, bien sûr, que nous ne dépasserons pas de toute façon, et dans le chapitre 2 relatif à Socrate. Et dans ce chapitre 2 relatif à Socrate, sur la philosophie de Socrate, nous sommes dans le paragraphe 2 consacré à la philosophie du droit de Socrate, et dans un grand B consacré à la défense de la loi. Et dans ce grand B, nous sommes dans un petit 2 sur les fondements socratiques du respect des lois, qui sont différents selon que l'on se fie à Xénophon ou à Platon, qui étaient les deux élèves de Socrate. Et nous sommes dans le fondement de l'obéissance aux lois que Platon prête à Socrate et qui repose sur une idée de contrat social, entre guillemets, avec toutes les précautions qu'appelle l'utilisation de ce terme, parce qu'il ne s'agit pas du contrat social cher à Hobbes, Locke, Rousseau ou Kant, hein. Il s'agit d'un contrat social à la sauce du 5e siècle avant Jésus-Christ, hein. Et donc, nous sommes ici dans ce petit b contrat social, donc l'interprétation que pardon, Platon donne de la pensée de Socrate, et nous sommes dans le petit alpha consacré à l'exposé de la doctrine socratique d'obéissance aux lois, auquel fera suite un petit bêta relatif aux ambiguïtés de la doctrine socratique d'obéissance aux lois. Je voulais dire aussi, euh, ce n'est pas pour dire que j'ai beaucoup travaillé ce week-end, hein, pour insister que j'ai beaucoup travaillé ce week-end, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai aussi développé, mais en fait, j'ai développé dans le cours que je fais de philosophie of law, parce que comme c'est un cours de philosophie of law que je fais le jeudi en anglais, je me suis permis, dans le cours en anglais, de développer un parallèle, en même temps qu'une opposition, entre les thèses sophistiques et les thèses de Hobbes, qui est un philosophe anglais. Je me suis dit que dans un cours de philosophie of law, c'était peut-être pas mal de parler d'un philosophe anglais quand même. Et donc, euh, après l'avoir écrit en anglais, je l'ai traduit en français pour le cours de philosophie du droit. Et je l'ai inséré, j'ai inséré donc j'avais déjà dressé un parallèle entre les sophistes et Hobbes, et entre Caliclès et Hobbes, mais j'ai développé cela, je l'ai étoffé, sachant que de toute façon, encore une fois, ce qui compte, ce qui est dit au cours oral, donc si je n'ai pas insisté au cours oral, mais je vous ai quand même parlé de la distinction la trilogie que Hobbes fait entre Law of Nature, Right of Nature et Civil Law, hein, droit de nature, loi de nature et loi civile. Et j'ai développé ça pour montrer un peu comment ça se rapprochait de la pensée sophistique, comment ça pouvait aussi se rapprocher de Caliclès, qui n'est pas un sophiste, je vous le rappelle, mais quelqu'un qui a suivi les leçons des sophistes, mais comment, à d'autres égards, Hobbes s'opposait complètement à Caliclès. J'aurais pu faire aussi un parallèle entre Caliclès et Nietzsche. Je l'ai évoqué, j'ai cité des textes dans le cours écrit sur, de Nietzsche, notamment Par-delà le bien et le mal, hein. Vous avez d'ailleurs le texte en traduction française dans les textes que j'ai mis en ligne sur Agora Assas. Je n'ai pas mis le texte en allemand, vous pouvez trouver le texte en allemand partout, mais de toute façon, j'ai l'impression que la connaissance de l'allemand est aussi répandue chez vous que la connaissance du grec. Donc je n'ai pas, j'ai préféré ne pas développer. Vous préférez l'espagnol, libre à vous. Et voilà, d'accord. Donc, si vous voulez vous trouver le texte allemand, vous le trouverez sans difficulté sur Internet. Et aussi dans le plan, j'ai exprimé la distinction kantienne entre la question qu'est-ce que le droit et qu'est-ce que le droit en allemand. Ce n'est pas par coquetterie, mais comme le plan, les intitulés doivent être sur une ligne pour envoyer à la page, si j'avais écrit en français, parce que le français adore les périphrases, ça aurait dépassé la place. Et donc, le plan au début du cours ne serait pas présenté bien. Donc, j'ai été obligé, j'ai essayé en latin, c'était toujours trop long, donc je l'ai mis en allemand. Voilà. De toute façon, Kant l'exprime en allemand, donc j'ai mis en allemand. Ce n'est pas par snobisme, pardon, c'est juste par commodité typographique. Voilà. Et vous saurez très bien, en vous reportant à la page, lire les expressions allemandes en français. Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce qui est le droit? Voilà.
Donc maintenant, si on revient à l'exposé que Platon fait de la doctrine du maître s'agissant de l'obéissance qui est due aux lois, ce que j'avais dit, c'était que le renversement de perspective opéré par Socrate par rapport aux sophistes est le suivant. Pour les sophistes, la loi n'est qu'une convention et rien d'autre. Elle est une convention, c'est-à-dire qu'elle résulte d'un accord, mais elle est une convention aussi au sens où c'est une convention quand on dîne avec une fille au restaurant, de lui payer le restaurant, quoi, une convention sociale, hein, c'est un peu comme ça. Donc il y a un côté arbitraire en même temps qu'un côté volontaire. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que pour Socrate, c'est justement parce que la loi est une convention qu'il faut lui obéir. Donc on passe de la loi n'est qu'une convention, qui est le point de vue sophistique, à la loi est une convention et c'est précisément parce qu'elle est une convention qu'il faut la respecter. C'est précisément en tant qu'elle est convention, plus exactement, que la loi nous oblige. Que la loi nous oblige, pas au sens où elle nous contraint simplement extérieurement, mais nous sommes obligés intérieurement de respecter cette loi. Pour les sophistes, la loi n'étant qu'une convention, n'étant qu'arbitraire, euh, il faut la respecter simplement parce que si on ne la respecte pas, on va être sanctionné. Vous savez, c'est le point de vue d'Antiphon le sophiste dans le papyrus d'Oxyrhynchos. Je ne me lasse pas de dire Oxyrhynchos, hein. Donc, dans le papyrus d'Oxyrhynchos, donc si le problème avec la loi, c'est que si on la viole, il faut ne pas être surpris, hein. Mais si on est surpris, on est sanctionné. Donc, ça répond à ce que Werner Jäger appelait dans Paideia un impératif hypothétique au sens kantien du terme. Si tu n'obéis pas à la loi, tu seras sanctionné. Donc, c'est pour ça que tu dois obéir. Tandis que chez Socrate, euh, tu dois obéir à la loi, non pas parce que tu crains une sanction, tu dois obéir à la loi parce que c'est un devoir moral intérieur. C'est un devoir moral intérieur d'obéir à la loi parce que c'est une convention, on est convenu d'obéir à la loi et donc on a l'obligation morale de la respecter. Voilà ce qui résulte de la prosopopée des lois. Et effectivement, quand on prend la prosopopée des lois dans le texte grec, mais rassurez-vous, je vais peut-être être obligé à un moment donné de vous mettre le texte grec quand même au tableau. Mais rassurez-vous, je vous expliquerai pourquoi, hein. Mais quand on prend le texte grec de la prosopopée des lois, on se rend compte que les termes convention et accord sont répétés 6 ou 7 fois dans la prosopopée des lois. Convention en grec, un des termes, hein, il y en a plusieurs pour dire convention en grec, mais un des termes, c'est synthéké. Dans synthéké, il y a sun et su, ça veut dire avec en grec, hein. Puis il y a un autre terme pour dire non pas convention, mais plutôt accord, qui est homologia. Donc ça, c'est facile de se souvenir, homologia, hein. Homologation d'une transaction, homologation d'un produit, hein, d'accord, homologia. Ça veut dire qu'on est d'accord. Il y a logos dedans, évidemment, il y a homo, hein. Alors, homo, ça ne veut pas dire homosexuel, ça veut dire qu'il y a, il y a que on est d'accord avec ce qui est énoncé, quoi. D'accord? Donc, c'est un accord, en fait, homologia. Synthéqué, convention, homologia, accord. Et donc, si on prend la prosopopée des lois, le fameux discours euh, que Socrate fait tenir aux lois, sur lequel on va revenir, on va le prendre en détail, les termes synthéqué et homologia interviennent à 6 ou 7 reprises, je ne sais pas, je n'ai pas compté, pour justifier l'obéissance qui est due aux lois. C'est parce que les lois, c'est parce qu'on est convenu de respecter les lois qu'on est moralement obligé
on est moralement obligé d'y déférer. Si on ne le faisait pas, on violerait cet accord, on serait injuste. On serait injuste. Il y aurait injustice à trahir l'engagement qu'on a pris envers les lois, donc envers l'État, hein, parce que les lois sont c'est là une prosopopée, c'est le fait de personnifier une chose. Donc dans la prosopopée des lois, ce sont les lois qui sont personnifiées. Ce sont les lois qui vont interpeller Socrate. En fait, il faut bien comprendre, hein, c'est pas un conte de Grimm, hein, c'est pas comme ça, hein, c'est pas c'est pas le crapaud qui se transforme en prince charmant, c'est pas comme ça. C'est juste que Socrate fait intervenir une figure de style, il fait comme si les lois l'interpellaient. Et les lois disent donc, il y a un accord qui a été passé entre le citoyen de la cité et tout particulièrement toi, Socrate, et nous, les lois, de nous respecter. Donc maintenant, si tu ne nous respectes pas, si tu nous bafoues, eh bien, tu commets une faute morale. Tu es injuste envers nous. Mais attention, pour le moment, je donne une simplification de la prosopopée parce qu'on va voir que c'est plus compliqué que ça. Et bien sûr, je pourrais rester à une vue simplificatrice quand même, ça, mais j'ai pensé que peut-être, mais je ne sais pas ce qui est bien, comme je vous l'ai dit, en pédagogie, je ne suis pas très fort, je fais de mon mieux, mais je ne suis jamais certain de ce que je fais. Je pensais que prendre le texte grec, enfin le texte français, et au besoin la traduction grecque incidemment, et au besoin la version grecque incidemment, pourrait vous former à lire un texte philosophique et vous montrer comment un texte philosophique, c'est plus compliqué qu'un arrêt de la Cour de cassation. Il faut bien faire attention aux termes qui sont employés. Parce qu'il y a des ambiguïtés, on le verra tout à l'heure, qui planent sur la prosopopée des lois, des ambiguïtés qu'il est très difficile de dissiper et qui partagent les interprètes. Donc retenez pour le moment l'essentiel, c'est-à-dire que pour les sophistes, la loi n'est qu'une convention et donc elle est arbitraire, ce qui peut conduire à un dénigrement de la loi dans certaines dérives, comme celle de Thrasymachus ou celle de Calliclès, tandis que pour Socrate, c'est justement parce qu'elle est une convention qu'on doit absolument la respecter. Alors, avant de passer au texte, je dois préciser encore certaines choses et ensuite je passe au texte. Euh, on peut faire une remarque générale dans la manière de la prosopopée des lois se présente. La prosopopée des lois ne se présente pas parce que normalement, bon, non, je reviens encore en arrière. Euh, le point de départ de la prosopopée des lois, c'est que, parce que vous savez, Criton vient voir Socrate dans sa prison, il lui dit je veux te faire évader, j'ai soudoyé des gens pour nous aider, tu pourras te réfugier à Thèbes et tu échapperas ainsi à cette condamnation à mort qui est totalement injuste. Et c'est bien normal que tu t'évades dès lors que dès lors que la punition qui t'a été infligée est injuste. C'est bien normal donc que tu t'évades. C'est juste de répondre à une injustice en utilisant d'une mesure de rétorsion, en quelque sorte, hein, en usant de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. On est injuste envers moi, donc moi je ne respecte pas, la condamnation est injuste, donc je ne la respecte pas. Et là, Socrate dit, mais attention, parce que euh, quand on discute de justice et d'injustice, il ne faut pas s'en tenir à ce que les gens considèrent communément comme la justice et l'injustice. Et effectivement, communément, on considère qu'il faut répondre à l'injustice par l'injustice. Il faut répondre à l'injustice par l'injustice. C'est un sentiment très répandu chez les Grecs. C'est l'idée de réciprocité, hein. On me fait quelque chose, je rends l'appareil. La loi du talion. Il y a par exemple une allusion dans le livre 5 de l'Éthique à Nicomaque d'Aristote, où il discute de la réciprocité, et il cite un, un personnage de la mythologie grecque qui est Rhadamante, auquel est attachée l'idée de justice,
Et Rhadamante, donc, est un dieu ou un demi-dieu, je ne m'en souviens plus, aurait dit, selon Aristote, que l'on souffre ce que l'on a fait, ce sera bonne justice. Que l'on souffre ce que l'on a fait, ce sera bonne justice. Donc, œil pour œil, dent pour dent. C'est une expression de la réciprocité. Donc, dans l'Éthique à Nicomaque, livre 5, euh, Aristote cite cette phrase, mais Aristote ne considère pas que la réciprocité est une justice. C'est justement pour expliquer que, contrairement à ce que dit Rhadamante, la réciprocité n'est pas la justice. Je ne rentre pas dans le détail d'Aristote parce que ça va nous entraîner trop loin. Si vous voulez comprendre ce qu'Aristote a voulu dire, je vous renvoie, excusez-moi, je me cite moi-même, à un article à la revue de droit d'Assas qui se trouve dans ce fameux numéro spécial de juin 2021. Vous trouvez en libre accès sur Internet. Il y a un article sur Aristote, c'est moi qui l'ai écrit, et j'explique cette histoire de réciprocité euh, qui est à l'origine de bien des confusions chez Aristote, parce que c'est à cause de cette réciprocité que certains ont parlé de justice commutative au lieu de justice corrective. Le terme justice commutative n'existe pas chez Aristote. Enfin, ça engendrait plein de confusions. Toujours est-il que cette idée de réciprocité, euh, qui est donc répandue chez les Grecs, Socrate, dans le Criton de Platon, répond à Criton, il ne faut pas s'arrêter à ce que disent communément les gens, hein, pour définir la justice. Il faut rechercher une définition de la justice qui soit celle qui soit conforme à la vérité. Et donc ensuite, il poursuit pour expliquer que selon cette conception de la justice, qui est la véritable justice, et non pas la justice telle que les Grecs le croient communément, la vraie définition de la justice implique qu'on ne doit pas on ne doit pas commettre l'injustice, jamais on ne doit commettre l'injustice, même en rétorsion à une injustice dont on aurait été victime. On ne doit jamais répliquer, on ne doit jamais être injuste, même si on a subi soi-même l'injustice. Donc, Socrate rejette la loi du talion, rejette la réciprocité chère à Rhadamante. Hein. Il n'admet pas que on puisse être injuste, même si c'est pour répliquer une injustice. Donc, à partir de là, certes, la condamnation à mort qu'il encourt, qui a été prononcée à son encontre, est injuste, mais il ne doit pas répondre à cette injuste condamnation à mort par une injustice qui consisterait à se soustraire à cette condamnation en s'enfuyant. Je vais trop vite? J'ai l'impression que je suis un peu... Aujourd'hui, non, c'est... Vous y êtes ou vous voulez que je reprenne quelque part? Vous m'interrompez, vous me dites, je n'y suis pas. Hein, si, on a tout notre temps. Hein. Nous, on fait court jusqu'au 12 avril, donc on a tout notre temps. Hein. On n'arrivera pas à Aristote de toute façon. On finira sur Platon. Hein. Ça me paraît clair. Donc, mais vous, les juristes, vous connaissez tous Aristote, donc c'est pas très grave, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on parle à un juriste de philosophie, il nous dit, ah oui, Aristote, je connais bien. Bon, alors, il connaît bien Aristote. Hein. Aristote, c'est très compliqué. Bon, bref. Et d'abord, si on n'est pas helléniste, Aristote, c'est déjà mal barré. Hein. Alors, euh, donc le point de vue de Socrate, c'est qu'il faut privilégier une définition de la justice qui corresponde à la vérité et non pas ce que l'opinion considère en général comme la justice. Et donc, ce qui est juste ou injuste véritablement, c'est qu'il ne faut jamais répondre à l'injustice par une autre injustice. Ça n'est pas juste, c'est injuste au contraire. Et donc, ce n'est pas parce que les lois ont été appliquées injustement à l'encontre de Socrate, qui a été condamné à mort alors qu'il n'était pas coupable, que Socrate doit répliquer à cette injustice par une autre injustice qui consisterait à désobéir à la sentence, à désobéir au jugement qui a été prononcé à son encontre. Et c'est là qu'il fait intervenir les lois
parce que c'est les lois qui vont interpeller Socrate en disant, dis-moi, mon ami, oh, 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 qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de fomenter une évasion. Tu as bien conscience de ce que tu es en train de faire? Tu es en train de fomenter une évasion alors que tu es convenu de nous respecter, nous, les lois de la cité. Tu as donné ton accord. Tu es convenu, comme tout autre citoyen, j'en reviendrai là-dessus, de respecter les lois de la cité. Et donc, si tu te soustrais maintenant à un jugement qui peut-être est intrinsèquement injuste, mais qui a quand même été légalement rendu, si tu te soustrais à un jugement qui peut être injuste intrinsèquement, mais qui a été légalement rendu, un jugement auquel est attachée l'autorité de la chose jugée, eh bien, ça veut dire que tu commets une injustice. Et donc, Socrate, à la fin de la prosopopée des lois, se retourne vers Criton et dit, bon, ben voilà, est-ce que tu es bien d'accord, Criton, que je ne peux pas m'enfuir parce que je serais injuste envers les lois et envers la cité dans laquelle ces lois sont en vigueur, en répliquant à l'injustice qui m'est faite par une autre injustice qui consisterait à m'enfuir. Parce qu'ainsi, je trahirais l'engagement que j'ai pris de respecter les lois de la cité comme tout citoyen. Voilà, très simplifié, la thèse de Socrate dans la prosopopée des lois. Maintenant, on peut peut-être prendre le texte euh, pas à pas et ensuite, euh, une fois qu'on aura repris le texte pas à pas, je parlerai dans un petit bêta des ambiguïtés, des ambiguïtés de la doctrine socratique d'obéissance aux lois selon Platon. C'est-à-dire que je vais expliquer le texte petit à petit et ensuite je vais revenir dans un petit bêta sur les ambiguïtés que ce texte fait naître et qui n'apparaissent pas nécessairement à la première lecture. Alors, on fait un partage d'écran. Je vais avoir besoin du texte grec aussi. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas vous imposer du grec, mais je voudrais quand même avoir le texte grec. Alors, attendez, comment on fait pour avoir le texte grec? On peut l'avoir sur Perseus, le site anglo-saxon. Parce qu'il y a un point dans le texte grec sur lequel je voudrais attirer votre attention, et même si vous n'êtes pas helléniste, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui apparaît là d'abord? Oui, c'est ça. Alors, attendez, compliqué de tout faire. Il faudrait que j'ai un appariteur qui me fasse apparaître des trucs en même temps. Ça serait plus... On peut pas, chaque enseignant ne peut pas avoir un appariteur à sa disposition. Bon, voilà. Ici, ça va aller plus vite.
Voilà, on dit ça. Voilà. Donc, prenons le texte en français, rassurez-vous. Pourquoi je suis au milieu là, moi? Voilà. Donc voilà, c'est le document 6 de la brochure sur Socrate. Je tire votre attention sur le fait que cette brochure était incomplète jeudi dernier et que j'ai téléchargé une nouvelle version qui comprend le passage qui était omis dans le document 6. Donc nous en sommes à ce stade du dialogue où Criton vient de proposer à Socrate de s'évader. Et donc Criton dit en substance, tu ne vas pas rester en prison alors que tu as été condamné injustement. Tout le monde comprendra que tu t'évades dans ces conditions-là. Et réponse de Socrate, il ne faut pas, mon excellent Criton, alors c'est la traduction de Chambry, hein, qui est un helléniste très connu de l'entre-deux-guerres, euh, qui a traduit pas mal de dialogues de Platon. Il ne faut donc pas, mon excellent Criton, nous mettre si fort en peine de ce que la multitude dira de nous, mais bien de ce que l'homme compétent, l'expert en d'autres termes, sur le juste et l'injuste, notre seul juge, et la vérité même en pourront dire. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la conception que la multitude, les hoi polloi, les nombreux, hein, hoi polloi, hein, polos, ça veut dire nombreux hein, en grec, hein, polygone, polymorphe. Bon. Donc, on n'a pas à s'intéresser à ce que la multitude pensera, mais il faut interroger l'homme compétent sur le juste et l'injuste. C'est lui notre seul juge. Et la vérité même en pourront dire. Là, il doit y avoir une faute de frappe parce que ce n'est pas français. Notre juge, et la vérité même, ça va être pour ainsi dire. Je ne sais pas pourquoi il y a cette faute de frappe. Notre seul juge, la vérité même pour ainsi dire. C'est-à-dire que ainsi tu engages mal la discussion en avançant d'abord que nous devons nous inquiéter de l'opinion de la foule sur le juste, le beau, le bien et le contraire. Donc, il ne faut pas s'intéresser à ce que la foule pense du bien, du mal, du juste et de l'injuste. Il faut interroger l'homme compétent, l'expert, sur ce qui est juste et injuste. Et c'est lui notre seul juge et la vérité, et pas l'opinion de la foule. Donc, on revoit l'opposition entre l'opinion et la vérité, hein, dont on a déjà parlé à propos de la dénonciation du procès par Socrate. Alors, euh, il y a un petit problème ici parce que c'est qui l'homme compétent en fait? On parle de l'expert, de l'homme compétent. Mais Socrate ne nous dit pas qui est cet homme compétent et cet expert. Alors vous allez me dire, c'est facile, c'est Socrate lui-même. Mais ça paraîtrait quand même un peu bizarre parce que Socrate prétend toujours qu'il ne sait rien. Alors comment pourrait-il se présenter? Ce serait quand même pousser l'ironie socratique très loin de considérer que dans cette phrase, Socrate a voulu dire que c'était lui l'homme compétent quand même, puisqu'il prétend qu'il ne sait rien. Donc finalement, il n'y a pas d'homme compétent dans la prosopopée des lois, bien que Socrate fasse appel à un homme compétent, à un expert. Ou plutôt l'expert, ce sont les lois elles-mêmes qui vont interpeller ensuite Socrate. C'est elles qui vont lui dire ce qu'elles considèrent comme juste ou injuste. Mais en fait, les lois, ce n'est qu'une figure de style, c'est une prosopopée. Hein. C'est une entité fictive. C'est une personnalité morale fictive, comme on aime bien dire en droit. Hein. Donc, on n'a pas résolu le problème de savoir qui est l'expert, sauf par un artifice de style qui consiste à dire que ce sont les lois qui sont les experts. Bon. Donc, Criton acquiesce, évidemment. Bon,
Bon, et l'identité du bien, du beau, du juste subsiste-t-elle ou pas? Oui, évidemment. Donc, ce qui est bien est beau et ce qui est beau est juste, d'accord? Alors, réglons-nous sur ces principes reconnus pour examiner s'il est juste que j'essaie de sortir d'ici sans l'aveu des Athéniens ou si cela n'est pas juste. Quant aux autres considérations que tu allègues, elles sont inopérantes. Donc, est-ce que je serai juste ou pas en m'évadant? Est-ce que nous admettons, vous voyez, où il faut déjà que j'augmente la taille des caractères, non? Il faut que j'augmente la taille des caractères? Je ne sais pas. Vous ne répondez pas, donc je ne sais pas. Comme ça, c'est mieux? Admettons-nous qu'en aucun cas il ne faut être injuste volontairement ou qu'il faut l'être en certains cas, en d'autres non. Ou bien reconnaissons-nous qu'en aucun cas l'injustice n'est ni bonne ni belle, comme nous en sommes convenus bien des fois précédemment et comme nous le disions encore tout à l'heure. Ou bien tous ces principes sur lesquels nous étions d'accord antérieurement se sont-ils dissipés en ces quelques jours? Je rappelle que Criton est un élève de Socrate. Enfin, on dirait un disciple de Socrate, mais Socrate prétend qu'il n'a pas de disciple. Mais c'est quelqu'un qui a suivi les leçons de Socrate. Alors, réponse, nous l'affirmons, c'est-à-dire qu'on continue, comme Socrate l'a dit bien des fois, à considérer que euh, en aucun cas l'injustice n'est bonne ni belle. Donc, puisque l'injustice n'est jamais bonne et belle et qu'elle est toujours un mal, on ne doit donc pas répondre à l'injustice par l'injustice. Voilà. Il n'est jamais permis d'être injuste, donc on ne doit pas répondre à l'injustice par l'injustice. Donc ça, c'est une opinion traditionnelle de Socrate. Il l'exprime non seulement dans le Criton, mais aussi dans la République, par exemple, ou dans d'autres dialogues. Et Criton, oui, oui, bon, Criton acquiesce, évidemment. Et faire du mal, Criton, le doit-on ou pas? Non. Mais de rendre le mal pour le mal, cela est-il juste, comme on le dit communément, ou injuste? Rendre le mal pour le mal, à la manière de Radamante. Que l'on souffre ce que l'on a fait, ce sera bonne justice. Rendre le mal pour le mal. Et rendre le mal pour le mal, cela est-il juste ou injuste? Cela est-il juste comme on le dit communément? C'est-à-dire que dans l'opinion commune répandue des Grecs, il faut répliquer au mal par le mal. Réponse de Criton, non, cela n'est pas juste. Parce que c'est toujours ce que Socrate a dit et répété, bien avant d'être en prison. C'est qu'entre faire du mal aux gens et être injuste, il n'y a pas de différence. Il ne faut donc pas répondre à l'injustice par l'injustice, ni faire du mal à aucun homme, quoi qu'il nous ait fait. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours peu de gens qui seront convaincus de cela. Mais moi, c'est un principe que je tiens pour vrai depuis longtemps. Alors, est-ce que tu es d'un avis contraire, Criton, ou pas? Non, je reste fidèle à ton avis. Et là, il y a la clé, il y a un tournant ici. Je vais donc dire ce qui s'ensuit. On passe à un développement suivant. Ou plutôt t'interroger. Si l'on a accordé à quelqu'un qu'une chose est juste, faut-il la faire ou lui manquer de parole? Si l'on a accordé à quelqu'un qu'une chose est juste, faut-il la faire ou lui manquer de parole? Il faut la faire. Mais là, je n'aime pas la traduction de Chambry. Parce que ce n'est pas ce que le texte dit, en fait. La façon qu'il a de traduire, enfin, c'est un très bon helléniste, c'est bien meilleur helléniste que moi, mais la façon qu'il a de traduire euh, jette une ambiguïté sur ce que Socrate a voulu dire. Et c'est pour ça, vous voyez, bon, vous allez me dire, on s'en fout du grec, mais c'est juste que vous montrez que c'est important de. Pourquoi on ne peut pas augmenter là, les caractères, la taille des caractères? Il n'y a pas de commande là pour augmenter la taille des caractères.
Alors, je ne sais pas, on ne peut pas augmenter l'état de caractère. Est-ce qu'il n'y a pas. Alors, voyons, est-ce que vous voyez ici au tableau si je fais ça? Vous voyez quelque chose ou pas? C'est du grec, de toute façon, vous ne le lisez pas. Hein. Mais en fait, ce qui est marqué dans le texte grec, ce n'est pas, comme l'écrit Chambry, euh, si l'on a accordé, bon, c'est pas monter ça là, si l'on a accordé à quelqu'un qu'une chose est juste, faut-il la faire ou lui manquer de parole? Ce n'est pas ce qui est mis dans le texte grec. Ce qui est mis dans le texte grec, c'est euh, si l'on est convenu d'une chose juste, faut-il la faire ou ne pas la faire? Ce n'est pas pareil. Vous allez me dire, je ne vois pas la différence. Mais si, il y a une différence. Parce que ce que Chambry sous-entend dans sa traduction, c'est que si on est convenu ensemble avec quelqu'un d'autre que quelque chose est juste, faut-il le faire ou pas? Faut-il le faire ou ne pas le faire? C'est ça que dit le texte grec. Hein. Il ne dit pas manquer de parole. Il dit, si l'on est convenu que quelque chose est juste, faut-il le faire ou ne pas le faire? Voilà comment, en fait, Chambry interprète le texte grec. Mais le texte grec ne dit pas ça. Le texte grec dit, si on est convenu d'une chose juste, faut-il la faire ou pas la faire? C'est-à-dire, on n'est pas convenu que la chose est juste. On est convenu d'une chose qui est juste. C'est-à-dire que la chose n'est pas juste parce qu'on est convenu qu'elle est ainsi. La chose est juste et on est convenu de la faire parce qu'elle est juste. C'est pas pareil. C'est-à-dire que euh, le texte grec, il veut dire si on est convenu d'une chose pour autant qu'elle soit juste, faut-il la faire ou pas? Si on est convenu d'une chose pourvu qu'elle soit juste, provided en anglais, dans les traductions anglaises, c'est ce qui est marqué, si l'on est convenu d'une chose pourvu qu'elle soit juste, doit-on la faire ou pas? Ce n'est pas la même chose que de dire si on est convenu qu'une chose est juste, faut-il la faire ou pas? C'est-à-dire que la justice de la chose, elle est préalable à l'accord. Ce n'est pas l'accord qui rend la chose juste. La chose est juste et la question est de savoir que si on est d'accord euh, sur cette chose juste, est-ce qu'on doit la respecter ou pas? Voilà la question qui est posée. Donc, réponse de Criton, et alors vous me direz, et alors où voulez-vous en venir? Ben, on verra ça quand on parlera des ambiguïtés de la doctrine socratique. Mais il faut faire attention à ce que le texte dit. Il faut la faire. Alors, je vais anticiper pour vous expliquer quand même, parce que la question qui va se poser dans les ambiguïtés, c'est si est-ce que il faut obéir aux lois, selon Socrate, d'après Platon, inconditionnellement, sans avoir égard à la question de savoir si elles sont en elles-mêmes justes ou injustes, ou faut-il obéir aux lois parce que le système légal dans son ensemble est juste? En d'autres termes, l'impératif d'obéissance aux lois chez Socrate est-il un impératif catégorique qui fait abstraction du contenu du système légal ou est-il hypothétique, c'est-à-dire que Socrate pense qu'on est obligé moralement d'obéir aux lois parce que le système légal est dans son ensemble juste, même si la condamnation dont il a fait l'objet individuellement est injuste. C'est trop dur, vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Dites-moi où vous avez lâché. Oui, j'ai utilisé une diction kantienne, hein, qu'on a déjà vu. L'impératif catégorique, c'est un commandement de la raison, c'est l'expression d'un commandement de la raison qui prescrit une action à la volonté indépendamment de ses conséquences. Il faut faire cette action par devoir, sans se préoccuper des conséquences, sans chercher à justifier autrement que par le fait que c'est un devoir.
Tandis que l'impératif hypothétique, c'est celui qui se présente sous la façon suivante. Si tu fais quelque chose, il y aura telle conséquence. Si tu fais quelque chose, tu dois faire quelque chose euh, pour telle raison matérielle, en fait. Hein. Tandis que l'impératif catégorique, il est formel. Tu dois faire quelque chose parce que tu dois la faire. Tandis que l'impératif hypothétique, il renvoie à une certaine matière, à un certain contenu. Donc, évidemment, c'est ma façon de lire avec Werner Heger et d'autres ce que dit Socrate dans le Criton. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que Socrate veut entendre, veut dire il faut obéir à la loi parce que c'est la loi, ou veut-il dire il faut obéir, on est obligé moralement, hein, on est bien d'accord, c'est une obligation morale. Hein, il n'y a pas de discussion sur le fait que c'est une obligation morale chez Socrate. Ce n'est pas comme chez les sophistes, il faut obéir à la loi parce que si on n'obéit pas à la loi, on va être sanctionné. Hein. Donc, ce n'est pas ça la question. On est obligé moralement d'obéir à la loi. Mais est-on obligé d'obéir moralement à la loi parce que c'est notre devoir, c'est un impératif catégorique, ou est-on obligé moralement d'obéir à la loi parce que le système légal a quelque chose de juste? Et la phrase tout à l'heure où j'ai dit que la traduction de Chambry me paraissait non conforme au texte grec, ou en tout cas prendre des libertés avec le texte grec, pose justement un problème parce que euh, il n'a pas, enfin, Platon n'a pas écrit on est convenu qu'une chose est juste, faut-il le respecter ou pas? Platon a écrit on est convenu d'une chose juste, donc la justice de la chose est préalable à l'accord dans le texte de Platon. On est convenu d'une chose, si on est convenu d'une chose, pourvu qu'elle soit juste, faut-il la faire ou non? Et non pas, on est convenu qu'une chose est juste, faut-il la faire ou non? Ça n'est pas pareil. Alors, il faut faire attention à bien traduire la phrase. Après, il faut voir si dans le reste de la prosopopée des lois, ce qui se dégage, c'est une obligation morale de respecter la loi, quel qu'en soit le contenu, ou s'il y a une obligation morale de respecter la loi parce qu'elle est objectivement juste. Une fois qu'on a écarté cette imprécision de traduction, ou ce flottement de traduction de Chambry, il faut encore se poser la question de savoir ce que Socrate dit dans la suite quand il va faire intervenir les lois et qu'il va les faire parler. Donc déjà, il faut faire attention au départ sur la traduction de ce passage. Donc, alors, si on est convenu d'une chose juste, faut-il la faire ou non? Il faut la faire, répond Criton. Si on est convenu d'une chose juste, il faut la faire. Cela posé considère la suite. En sortant d'ici sans avoir obtenu l'assentiment de la cité, faisons-nous du mal à quelqu'un, à cela précisément qui le mérite le moins, oui ou non? Et restons-nous fidèles à ce que nous avons reconnu comme juste, oui ou non? Alors Criton répond, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, tu as été victime d'un jugement injuste et tu te demandes si tu vas faire du mal à quelqu'un qui le mérite le moins, qu'on lui fasse du mal, en t'évadant. Je ne comprends pas de qui tu veux parler en fait. Eh bien, suis mon explication. Suppose qu'au moment où nous allons nous évader, ou de ma souris, suppose qu'au moment où nous allons nous évader, ou quel que soit le terme dont il faut qualifier notre sortie, les lois et l'État viennent se présenter devant nous et nous interrogent ainsi. Dis-nous, Socrate, qu'as-tu dessein de faire? Qu'est-ce que tu mijotes là? Que vises-tu par le coup que tu vas tenter, sinon de nous détruire, nous les lois et l'État tout entier, autant qu'il est en ton pouvoir? Crois-tu qu'un État puisse subsister et n'être pas renversé quand les jugements rendus n'y ont aucune force et que les particuliers les annulent et les détruisent? Donc voilà le début de la prosopopée des lois proprement dite. Les lois interviennent et interpellent Socrate en disant mais mec, tu te rends compte de ce que tu es en train de fomenter? Est-ce que tu as conscience en fait Parce que Criton ne voyait pas à qui il faisait allusion, à qui on ne pouvait pas être injuste, puisqu'il ne voyait que la décision qui avait été injuste. Mais derrière la décision qui a été rendue
la décision est légale, a été rendue en application des lois. Derrière la décision, il y a les lois de l'État, et notamment cette loi fondamentale qui veut que les jugements aient autorité de la chose jugée. Et donc, si Socrate s'évade et bafoue la décision qui a été rendue à son encontre, qui est injuste, certes, il bafoue en même temps la loi qui attribue autorité de la chose jugée aux décisions de justice. Et comme cette loi est fondamentale dans l'État, il bafoue les lois dans leur ensemble. Il bafoue le système légal dans son ensemble, parce que si la loi qui attribue autorité de la chose jugée au jugement est violée, c'est l'ensemble du système légal qui est piétiné, en fait. Que n'aurait-on pas à dire, surtout un orateur, en faveur de cette loi détruite qui veut que les jugements rendus soient exécutés? Leur répondrons-nous, l'État nous a fait une injustice, il a mal jugé notre procès, et cela, ce que nous répondrons, ou dirons-nous autre chose? Alors Criton répond, ben oui, il faut répondre que le procès a été mal jugé. Et si les lois nous disaient, je vais m'arrêter là, est-ce là, Socrate, ce qui était convenu entre nous et toi, Sunteke? Est-ce que c'est ce qui était convenu? Ne devrais-tu pas t'en tenir au jugement rendu par la cité? Donc je m'arrête là. Mais vous voyez, on fait, voilà, la convention intervient là. Hein. Nous sommes convenus. Tu étais convenu avec nous de respecter les lois de la cité. Et donc la loi qui attribue une autorité de la chose jugée aux décisions de justice. Alors juste une phrase pour terminer. Socrate est parti de l'idée qu'il ne faut pas il ne faut pas il faut pas se contenter d'une, il faut rejeter la définition populaire de la justice pour affirmer ce que c'est que la justice en vérité, et qu'il faut s'en référer à un expert qui n'est autre que les lois elles-mêmes, en fait. Mais après, vous savez que normalement, la méthode de la recherche de la vérité, chez Socrate, c'est la dialectique. On procède par voie de question-réponse. Hein, et que Socrate oppose la dialectique, méthode de recherche en commun de la vérité, à la rhétorique qui vise uniquement à la persuasion et qui se présente sous forme d'un discours isolé. Or, en réalité, la prosopopée des lois, ce n'est rien d'autre qu'un procédé rhétorique. C'est-à-dire, ce sont les lois qui vont parler. Socrate qui va faire parler les lois, mais Criton, il ne dit plus rien. Et c'est les lois qui parlent et qui lancent un long discours. Donc, c'est un discours rhétorique. Mais paradoxalement, ce discours rhétorique, ici, il a pour but de faire éclater la vérité sur la justice et non pas de persuader une apparence comme c'est généralement le cas du point de vue de Socrate et de Platon, que la rhétorique ne conduit pas à la vérité, surtout de Socrate, hein, ne conduit pas à la vérité. Ici, au contraire, la rhétorique est utilisée pour parvenir à la vérité sur la justice. Donc c'est un texte très particulier quand même. Bon, je vous remercie. Je vois que vous avez déjà payé le bagage et je le comprends. Donc on continue jeudi, ok? Hein. On est arrêté là au paragraphe 12 en chiffres romains de ce texte. Voilà, à jeudi. Vous avez à peu près compris? Bah, ça, c'est pas simple. Hein. Comment? Un peu confus. D'accord. Eh ben, si c'est confus, jeudi, vous me direz à quel endroit c'était confus pour que je reprenne. Non, non, mais ce n'était pas un reproche en fait, parce qu'il y a des TD derrière, des choses comme ça, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas dit ça en étant vexé. J'ai constaté, j'ai vu visuellement des gens payer le bagage, mais j'ai bien compris pourquoi. Donc il n'y a aucun souci. Je voulais vous demander aussi, j'ai commandé un livre, La raison du droit, de Taleb. Vous, ce que vous en pensiez? C'est un bon livre.